Donc moi, je vais vous parler effectivement de changement climatique et vous montrer que l'urgence climatique, c'est maintenant. Je vais m'appuyer sur les travaux, bien évidemment, du GIEC et puis avec quelques zooms parfois sur ce que j'ai pu trouver sur le changement climatique dans la région Grand Est, en attendant qu'un GIEC Grand Est se mette en place et travaille sur les données à l'échelle régionale. Vous savez tous ce qu'est le GIEC ? D'accord, parce que des fois, ce n'est pas le cas. Donc le GIEC, hein, le GIEC, c'est le terme français. En réalité, c'est le terme anglais, IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change. Ce qu'on sait du GIEC, c'est qu'il est composé bien évidemment de scientifiques. Et ces scientifiques vont faire des synthèses sur la bibliographie existante, sur les rapports techniques et écrire des rapports. Ce qu'on sait un peu moins, c'est que il y a les scientifiques, mais il n'y a pas que des scientifiques. Il y a aussi des délégations des États membres. Il y a 195 États membres. Moi, je suis à la fois scientifique et le représentant un délégué français et le représentant du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et les États membres ont leur mot à dire sur les résumés pour décideurs. C'est pour ça que j'attire votre attention, c'est que ce qu'on lit généralement, le 6e cycle est terminé. Hein, donc vous avez tous les volumes. Vous voyez, il est composé de 3 volumes sur les aspects physiques, sur l'adaptation, sur l'atténuation, et puis on a un rapport de synthèse. Ces volumes, ils sont épais, hein, c'est 1000 à 2000 pages. Donc ce qu'on lit généralement, c'est les résumés pour décideurs. Vous avez un résumé pour décideurs pour chaque volume, et celui qui est le plus lu, c'est le résumé pour décideurs pour des rapports de synthèse. Mais j'attire à votre attention que les États membres valident phrase par phrase. Donc, parfois, ça peut être un peu édulcoré, et la Bible, la source, c'est retournée au volume. Alors, si vous êtes intéressé, le 6e cycle il est terminé. Vous pouvez avoir accès à tous ces rapports et résumés pour décideurs, et on est passé au 7e cycle. Et le prochain rapport sera, on n'arrive pas à se mettre d'accord dans les négociations sur la date de la fin de cycle. Voilà. C'est pour vous dire que même sur un agenda, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Mais on pourra en rediscuter. Alors, que dit le rapport du GIEC, le 6e rapport du GIEC? Il dit qu'effectivement, vous voyez la courbe de température, quand on compare la période récente à la période pré-industrielle, on a effectivement une élévation de température de l'ordre de plus 1,1 degré Celsius. C'est une moyenne. Vous voyez qu'à l'échelle du globe, c'est irrégulièrement réparti et on a des zones où on a des réchauffements plus importants de près déjà de 3 à 4 degrés. Le GIEC vous dit aussi qu'il n'y a aucun doute que le réchauffement climatique, il est lié aux activités humaines et aux émissions de gaz à effet de serre. Pour preuve, je vous ai représenté ici l'évolution depuis 800 000 ans, notamment ici de la teneur en CO2 dans l'atmosphère. Et vous voyez qu'on a des variations, hein, par moment. On a peu de CO2, c'est les périodes froides, qu'on appelle les périodes glaciaires, et puis on a des périodes interglaciaires où la quantité de CO2 est plus importante de manière naturelle. Notre problème, c'est qu'ici, vous voyez, on peut regarder le seuil naturel. Le seuil naturel, il est de 300 ppm, et vous voyez où on est aujourd'hui. On est à 400, et on a une droite. Hein. Et ceci peut être mis en relation avec la concentration de gaz à effet de serre, ici de CO2 dans l'atmosphère. On voit qu'effectivement, ça augmente. Et puis, bien évidemment, avec ce qu'on appelle la combustion des carbones fossiles, c'est-à-dire de toutes nos activités, où on va utiliser du gaz, du pétrole et du charbon. Et on a 2 périodes qu'on va retrouver là, ici, sur ma courbe. Vous voyez, le vert et le noir. C'est une première période, c'est la révolution industrielle. On produit des gaz à effet de serre et du CO2, notamment par l'utilisation du charbon. Et puis, vous avez l'après-guerre, qui est la 2e période ici en noir, où ça s'accélère. Et là, vous avez le charbon, vous avez le pétrole et vous avez le gaz. Alors, le GIEC aussi fait des projections, hein, de la modélisation, on simule. Et vous avez ici 5 scénarios
dans le dernier rapport du GIEC. Et quand vous regardez ces 5 scénarios, on va se positionner à 2100, parce que c'est un peu pour faire plus rapide, mais vous voyez qu'on a des scénarios à court terme, à moyen terme et à long terme. Et quand on se positionne à 2100, et qu'on prend l'ensemble des scénarios avec les incertitudes, on est sur un réchauffement qui se situerait entre plus 1 et plus 6 degrés Celsius. Le souci, c'est que, vous voyez, ces scénarios-là en bleu, c'est les scénarios vers lesquels on voudrait tendre dans le cadre de la COP 21. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que malheureusement, au vu des émissions de gaz à effet de serre, ce scénario qui limite le réchauffement à 1,5 degré ne peut pas être atteint. Au vu des émissions de gaz à effet de serre, nous sommes sur une trajectoire de l'ordre de plus 2,8 degrés. Donc ça veut dire les scénarios, pas le plus haut, mais ces scénarios-là qui sont moyens à modérés, à haut. Alors, qu'est-ce que donne un réchauffement à l'échelle du globe à 1,5, à 2 et 4 degrés? Vous voyez que c'est bien différent un monde à 1,5 degré qu'un monde à 4 degrés. Puisque sur un monde à 4 degrés, vous voyez, ma carte est toute rouge, et ça veut dire des réchauffements qui pourraient monter à plus de 7 degrés dans certains endroits sur cette planète. Alors on peut redescendre à l'échelle nationale et l'échelle locale pour voir aussi l'évolution des températures. Et ici, c'est sur la moyenne mobile sur toute la France. Et on voit que, vous voyez, quand on est en dessous de 0, c'est des années qui sont inférieures à la moyenne. Quand on est en rouge au-dessus, des années supérieures. Et vous voyez bien qu'on a... Voilà, ça alterne pendant longtemps, et à un moment donné, on a quand même un petit souci. Vous voyez qu'à partir des années 90, systématiquement, les années sont au-dessus de la moyenne. Et si vous prenez à partir de la mi-2010, c'est les années les plus chaudes, systématiquement. Ici, vous avez une représentation sur la station de Reims, station météo de Reims-Courcy. En gris et noir, vous voyez qu'effectivement, à partir des années 80, on a une élévation de température et qu'on a bien un réchauffement climatique observé sur cette station. Et puis ensuite, vous voyez les projections. Les différentes couleurs, ce sont les différentes simulations. Et vous voyez, quand on trace les tendances, eh bien, quelle que soit la simulation, vous aurez une augmentation ici, à Reims, qui peut être comprise entre plus 1 et plus 4 degrés à l'horizon 2100. Et là encore, au vu de la trajectoire d'émissions de gaz à effet de serre, on est plutôt sur du plus 2 à plus 4. Alors, un élément dont vous avez parlé, alors là c'est les vagues de chaleur, on verra après les inondations. Le GIEC a travaillé aussi sur les événements extrêmes météorologiques. Et dans le dernier rapport, la nouveauté, c'est qu'il travaille à l'échelle de grandes régions. Alors, c'est vraiment des grandes régions, pas les régions françaises, vous voyez, parce que c'est le monde ici, l'Amérique du Nord, du Sud, l'Europe, l'Asie, et défini en 45 grandes régions. Quand on regarde ces 45 régions pour les vagues de chaleur, on voit que la fréquence des vagues de chaleur a augmenté dans 41 régions sur 45 dans le monde. Si on regarde maintenant justement les projections sur les précipitations intenses, celles qui vont provoquer des inondations, eh bien, le GIEC vous dit qu'en vert, vous avez 19 régions dans le monde sur 45 où ces épisodes de fortes précipitations intenses ont augmenté. Mais regardez bien la carte. Le jaune, il est quand vous avez de la diminution. Vous n'avez pas de jaune. Et quand vous avez du gris, c'est qu'on a des incertitudes sur les tendances et les données. Et qu'on comprend bien que sur certaines régions, comme celle de la Méditerranée ici, si c'est vert tout autour, là aussi ça a augmenté, mais scientifiquement on ne peut pas le dire. Voilà. Soit on n'a pas assez de données, soit les tests statistiques ne sont pas assez robustes. Et les projections indiquent qu'en 2100, quel que soit le scénario, plus 1,5 ou plus 2,8, la fréquence et la durée des vagues de chaleur, des épisodes de fortes précipitations va augmenter. Bien évidemment, de façon plus importante à plus 3 degrés que 1,5. Sur les vagues de chaleur, justement sur l'ex-région Champagne-Ardenne, depuis 1947, c'est à peu près 50 vagues de chaleur. Et ce qu'on voit, c'est que,
voyez les années, ici vous avez l'indicateur de température, hein, et ici les durées. Et vous voyez que les années, à partir des années 2000, 2006, 2018, 2003, 2019, 2012, 2015, 2020, les années les plus récentes sortent systématiquement. Et ce qu'on constate, c'est qu'on a eu autant de vagues de chaleur sur la région en 15 ans, entre 2005 à 2020, que ce qu'on a eu en 45 ans. Ce qui montre bien que le phénomène s'intensifie. Alors, on va repartir un peu plus loin, on va sur les glaciers, qui a des conséquences sur, on verra, sur l'élévation du niveau des mers. Quand on regarde les différents glaciers, ici, donc la calotte groenlandaise et antarctique, vous voyez qu'on a une fonte progressive et à partir de 2000-2005, tout s'accélère. Et les glaciers, on en a aussi en montagne. Et là aussi, quand on regarde les glaciers de montagne, les bilans, vous voyez qu'à partir de alors, on a un peu de gain à un moment donné, mais à partir de 1970 quasiment, par ici, eh bien, ça diminue, surtout à partir de 90, et ça s'accélère, hein, la fonte des glaciers de montagne. Pour illustrer quelques exemples, ici, c'est 2 glaciers en Alaska. Vous voyez le glacier en 1941, le glacier aujourd'hui en 2004, qui a laissé place à un lac. Un autre glacier ici qui a laissé place à une prairie. Chez nous en France, le glacier d'Argentière, vous voyez le village ici, hein, le glacier il descendait jusqu'au pied du village. Maintenant, on l'observe quasiment plus. Et puis un autre endroit dans le monde où ça va encore plus vite, c'est en Géorgie. Vous voyez ici le glacier en 2005, aujourd'hui en 2016, 11 ans après. Ça, c'est pour vous montrer que c'est un phénomène global. On l'observe sur tous les glaciers du monde. Alors, bien évidemment, ça a une conséquence sur l'élévation du niveau des mers. Alors, l'élévation du niveau des mers, ce n'est pas que la fonte des glaciers, c'est aussi ce qu'on appelle la dilatation thermique. Quand l'eau se réchauffe, et l'eau des océans se réchauffe, elle prend plus de place, et donc l'élévation du niveau des mers est liée à 2 phénomènes. Ici, je vous ai indiqué les 3 derniers rapports du GIEC. Pourquoi ? Pour vous montrer qu'à chaque rapport du GIEC, on réévalue à la hausse l'élévation du niveau des mers. Si j'étais venu vous faire la conférence il y a 14 ans, je vous aurais dit l'élévation du niveau des mers à 2100 sera comprise entre 20 et 40 cm. Aujourd'hui, le dernier rapport du GIEC, c'est 40 cm à 1 mètre. Le 40 cm, vous pouvez l'oublier. Là encore, vu des émissions de gaz à effet de serre, c'est 60 cm à 1 mètre. Et vous voyez qu'il y a une courbe un peu qui alerte les scientifiques, c'est celle-ci, qui s'affole. Et ça, c'est en fonction de ce qui se passe sur l'Antarctique. On a des grands glaciers qui pourraient être déstabilisés sur l'Antarctique. Et si c'était le cas, ben, ce n'est pas 1 mètre qu'il faudrait prendre, c'est 1,80 m. Alors bien évidemment, vous comprenez que tout ceci va avoir des effets sur les zones côtières, sur les zones d'estuaires. Et les zones côtières sont qualifiées de zones de hotspot du changement climatique. Pourquoi ? Parce que vous avez plusieurs phénomènes qui jouent. Vous avez certes l'élévation du niveau des mers, mais vous avez aussi les tempêtes. Quand vous avez des tempêtes, vous avez des phénomènes de gonflement de l'eau, de surcote. Donc ça s'ajoute. Vous avez des zones où on a de la marée. Donc si ça tombe au moment d'une grande marée, ça s'ajoute aussi. Et puis quand vous avez une tempête, il pleut. Et quand il pleut, bah, ce qui se passe sur les zones côtières, c'est que d'un côté, vous avez le fleuve qui veut s'écouler vers la mer, et de l'autre côté, la mer qui veut entrer. Donc forcément, ça se passe mal, hein. Les 2 masses d'eau se confondent et ça déborde de chaque côté. Et là, il y a une étude qui avait été menée par l'OCDE, alors qui est un peu ancienne, mais on n'a pas mieux, et qui est intéressante, c'est que l'OCDE regardait les 136 plus grandes villes côtières dans le monde et avait estimé que ces dommages liés aux inondations, ils étaient de l'ordre de 6 milliards de dollars par an. En 2050, avec de l'adaptation, on y reviendra à la fin, les dommages seront de 52 milliards par an pour ces 136 grandes villes. Si aucune adaptation n'est réalisée, le chiffre, ce sera 63 milliards. Alors, je vous ai illustré, alors c'est plus chez moi, hein, mais vous êtes plus loin de la mer, mais vous pouvez aller en vacances aussi, au bord de mer. Là, c'est les plages de donc la côte de Normandie, mais aussi des Hauts-de-France.
Il y a eu des problèmes dans les Hauts-de-France il n'y a pas très longtemps aussi en termes d'inondation. Alors, ce qui est illustré ici, c'est ce qui se passe quand vous avez une tempête majeure. La tempête Éléonore de 2018. Et vous voyez que sur ma carte, j'ai des ronds rouges et oranges. Quand vous avez des ronds rouges et oranges, c'est de l'érosion, du recul du trait de côte. Quand vous avez des carrés bleus, c'est du franchissement, de l'inondation. Et donc vous voyez que quand on a une tempête majeure comme ça, tout le littoral, et j'aurais pu vous mettre le littoral de l'Atlantique, j'aurais pu vous mettre le littoral de la Méditerranée, c'est la même chose. Lorsque vous avez une tempête majeure, vous avez des zones qui ont de l'érosion, vous en avez qui ont de l'inondation, et il y en a qui ont les deux. Et notre problème dans cette histoire-là, c'est ce que je vous disais précédemment, c'est que les choses vont s'ajouter. L'élévation du niveau des mers va s'ajouter à ça. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que si ça, c'est mon littoral, si mon niveau de la mer est bas, vous voyez que pour franchir, il faut vraiment une grosse tempête pour franchir au-dessus, mes digues. Mais avec l'élévation du niveau des mers, le niveau il est plus haut. Les tempêtes modérées, qui ne devraient pas entraîner d'inondation, comme le niveau est plus haut, elles vont passer par-dessus. Donc même si vous n'augmentez pas le nombre de tempêtes, vous augmentez le nombre de dommages parce que vous avez les effets combinés. Et donc il faut s'attendre à une augmentation de ces dommages. On sait que dans certaines régions du monde, ces phénomènes-là qui devraient arriver tous les 10 ans vont arriver tous les ans. Alors, ma vidéo, qu'on utilise, on a essayé, ça devrait marcher, j'espère. Ici, ce que j'ai illustré, c'est une inondation. Alors, une inondation, les inondations, il peut y avoir par ruissellement, comme il y a eu ici, il peut y avoir du débordement de fleuve, il peut y avoir... Là, c'est une inondation par submersion, par la mer. C'est une ville normande, la ville d'Étretat. Donc, ici, je vais lancer la vidéo. À 2 mètres secondes, parce qu'il y a des vitesses seuil, et à cette vitesse-là, si vous êtes dans la rue, vous êtes emmené. Un autre exemple aussi en Normandie, mais qui peut toucher d'autres secteurs sur les grands fleuves, c'est l'effet sur le risque industriel. Ici, vous avez la boucle de Rouen, c'est l'estuaire de Seine. J'aurais pu vous montrer jusqu'au Havre. C'est une région où il y a énormément de sites Céveso. Céveso eau. Vous avez entendu parler de Lubrizol, qui a eu lieu. Voilà. Eh bien ici, ce qu'on a reproduit, c'est à la fois une crue décennale, plus l'élévation du niveau des mers, parce que vous êtes dans un estuaire et la mer remonte. Et on va voir la même chose que sur le littoral, c'est-à-dire le fait que la mer remonte, elle va bloquer les écoulements. Et comme elle bloque les écoulements, les petites crues qui ne devraient pas entraîner d'inondation entraîneront des inondations. Et vous voyez les points rouges ici. Et dans ces points rouges, vous avez Lubrizol. Et la zone orange, c'est la zone qui va être inondée. Eh bien, ça veut dire que vous avez un aléa naturel, une inondation, qui est liée au changement climatique, qui entraîne un risque industriel. Mais si vous avez un risque industriel, potentiellement, vous avez un risque sanitaire. Et puis, quand j'ai présenté ça au président de région et au président de la métropole de Rouen, ils ont aussi ouvert les yeux grands comme ça en disant « Mais les sites Céveso, on en a jusqu'au Havre. Et qu'est-ce qu'on va faire de ces sites-là? Où est-ce qu'on les met ?»
Donc il y a un problème potentiel économique, parce que c'est l'économie de la vallée de Seine, et il y a un problème potentiel sociétal, puisque si ces grands groupes-là, ils partent, bah, ça met des gens aussi au chômage. Et donc comment vous arrivez, et ça, comme on travaille beaucoup en silo les uns les autres, personne ne travaille, et c'est ce qu'on a proposé dans notre projet Excellence, d'essayer de, comme on est une université pluridisciplinaire, de travailler les uns les autres et essayer de comprendre ces effets dominos, ces effets cascades, qu'on maîtrise vraiment très mal. Et puis un autre exemple ici, qui peut arriver dans toute ville, alors là, ça peut être par ruissellement ou débordement, vous voyez là, les points, c'est les postes sources électriques. Et les points rouges, c'est ceux qui vont être inondés. Ça veut dire quoi pour la métropole? Ça veut dire qu'il va y avoir des blackouts électriques sur certaines zones. Et donc il y a un travail qui est en train d'être mené pour regarder avec Enedis quelles zones sont touchées. Et dans ces zones-là, est-ce que vous avez des établissements sensibles, des hôpitaux, des cliniques, des casernes de pompiers, pour essayer d'anticiper ces problèmes-là et puis éventuellement les postes sources, à un moment donné, les déplacer ailleurs. Si on regarde maintenant les ressources en eau, ce qu'on sait, c'est que on va avoir un contraste. J'aurais pu vous mettre les précipitations. C'est lié bien évidemment beaucoup avec les précipitations. Un contraste entre les zones où il ne pleut pas, très peu actuellement, où il pleuvra encore moins, et ceux où il pleut beaucoup, ça va augmenter. Et au final, on va voir que la ressource en eau, ça va entraîner des inégalités. Puisque ici, vous avez une représentation ici des aquifères, des eaux souterraines. Vous voyez sur les zones de haute latitude, sur les zones équatoriales, vous allez avoir plus d'eau. Donc les populations vont auront plus d'eau. Et vous voyez la zone méditerranéenne, il y aura moins d'eau. Et j'ai travaillé pendant 15 ans au Maghreb, et je peux vous dire qu'ils sont déjà en situation de stress hydrique. Dans 10 ou 20 ans, ils sont en situation de pénurie d'eau. Et quand vous n'avez plus d'eau, vous ne pouvez plus vivre. Voilà. Deux exemples. L'Occitanie et le bassin de la Seine. Et d'ailleurs, Reims, j'ai fait attention, c'est dans ce coin-là. Oui, ici. Voilà. Et alors, ce qu'on voit à l'Occitanie, c'est la recharge. Ce qui est étudié là, c'est les eaux de pluie qui s'infilent dans le sol et qui vont recharger les nappes d'eau. Et vous voyez que toute la zone centrale de l'Occitanie va perdre en recharge des nappes jusqu'à 30%. Les situations étaient déjà compliquées en Occitanie, et notamment du côté de Perpignan, et ça ne va pas s'arranger. Et je dirais, sur le bassin de la Seine, on a été assez épargné jusqu'à maintenant. Mais ici, ce qui est montré, c'est une modélisation du BRGM sur, cette fois-ci, le niveau des nappes. Quand c'est en bleu, le niveau des nappes, il va diminuer de 50 cm à 1 mètre. C'est le cas de Reims, ici, en bleu, voire un petit peu plus. Mais vous voyez que pas très loin, vous avez du rouge. Là, en Normandie, c'est particulièrement marqué. Et quand vous avez du rouge, ça veut dire que les nappes d'eau vont diminuer jusqu'à 5 mètres, voire jusqu'à 10 mètres. Alors, ça veut dire quoi? Forcément, il va y avoir des problèmes de disponibilité en eau à certaines périodes, et principalement l'été. Ça veut dire quoi? Bien évidemment, des périodes d'économie de l'eau, des conflits d'usage, l'utilisation de l'eau. Et pourquoi? Parce qu'il va y avoir des restrictions. Elles seront plus nombreuses et plus longues. Plus nombreuses parce que ça revient de plus en plus souvent, et plus longues parce que c'est ce qu'on a vu déjà dans le sud. Ça commence plus tôt dans l'année et ça se termine plus tard. L'eau, c'est aussi un problème de dégradation de la qualité à certaines périodes. Quand on a de la pluie, du ruissellement, l'eau ruisselle sur les terrains et emmène les particules. Et dans les particules, vous pouvez avoir des contaminants bactériens, métalliques. Moi, sur le cas que je connais bien en Normandie, à chaque gros épisode, on a des problèmes avec des bactéries, des problèmes de gastro-entérite dans certaines zones de la Normandie qui sont confrontées à ces problèmes-là. Et donc des problèmes de turbidité, notamment au captage d'eau potable. Et puis, à l'inverse, c'est quand vous avez des périodes sèches, les périodes d'étiage, vous avez moins d'eau dans vos cours d'eau. Alors, vous avez déjà des problèmes d'oxygénation. Et en plus, comme vous avez moins d'eau, l'eau, elle dilue les éléments chimiques qui s'y trouvent, même les éléments naturels. Et à un moment donné, vous pouvez faire que la surconcentration de certains éléments chimiques fait que vous avez des problèmes de pollution. Et puis, dernier élément, c'est qu'il faut regarder de près, c'est les rejets de stations d'épuration.
les stations d'épuration, elles rejettent de l'eau qui n'est pas neutre. Mais on regarde le rejet en fonction de la quantité d'eau qu'on a dans la rivière. Et là, je viens de vous dire qu'on va avoir moins d'eau dans la rivière. Donc on dilue moins. Donc si on a les mêmes rejets, ben on pollue. Donc il va falloir recalibrer les rejets de stations d'épuration. Ça se fait déjà, mais jusqu'à quand on peut le faire, hein? Des impacts sur l'agriculture. Alors là, j'ai pris l'exemple du maïs. On va regarder la carte centrale, qui est à peu près, c'est un peu plus que la trajectoire actuelle, mais vous voyez, quand vous avez du rose-violet, ça veut dire que la production de maïs va diminuer. Quand vous avez du vert, c'est qu'elle va augmenter. Vous voyez bien, sur ma carte, il n'y a pas beaucoup de vert, hein. J'ai bien plus de violet. Donc, il va y avoir un sérieux problème sur le maïs. Et j'aurais pu vous montrer le blé. C'est moins important sur le blé, mais il y aura aussi des problèmes sur le blé. On a vu ce qui s'est passé avec la guerre en Ukraine. Ça aussi ça peut entraîner des problèmes vraiment sur le blé. Alors, un exemple local que j'ai trouvé, c'est sur les vendanges. Et vous voyez, sur les vendanges, vous avez... mince, l'échelle a sauté. C'est l'évolution depuis 51. Et vous voyez, alors c'est très variable bien évidemment d'une année sur l'autre, mais vous voyez la courbe, là on est entre, vous voyez la tendance entre 19 et 9 octobre, et puis quand on arrive là, on est entre 30 août et 19 septembre. Donc les dates de vendange voilà, sont bien plus précoces. La biodiversité, ici c'est une représentation du GIEC sur uniquement les espèces animales en situation de danger lié à l'élévation de température. Là aussi, on ne va pas regarder toutes les cartes, on va regarder 3 degrés puisque c'est à peu près notre trajectoire. Vous voyez que la carte, elle est bien orange. Et puis, sur les zones équatoriales et tropicales, vous voyez du violet apparaître. Sur ces zones équatoriales et tropicales qui sont la réserve des espèces de faune, vous aurez 80% des espèces animales qui seront en situation de danger sur notre trajectoire actuelle. Et vous voyez que sur une trajectoire à 1,5 degré, c'est quand même un peu mieux. On peut regarder l'évolution future sur nos forêts. Les forêts, il y a plusieurs choses qui vont jouer. Il y a le stress hydrique, il y a le stress thermique, mais il y a aussi, avec les vagues de chaleur, la sécheresse, mais il y a aussi des ravageurs. C'est-à-dire qu'on a des espèces de ravageurs qui ne devraient pas être là, mais du fait du changement climatique, sont là. Et notamment, on peut citer pour les forêts de pins, la chenille processionnaire du pin. Pour elle, tout va bien. Depuis il y a plusieurs décennies, elle n'était que dans le sud de la France. Maintenant, on en est en Normandie. Voilà. Et donc, ce qu'on voit déjà, et ce qui va s'accélérer, c'est le dépérissement des forêts. Et puis, des espèces, comme les forêts d'espèces méditerranéennes, qui vont s'étendre. Alors, je vous ai mis un exemple, c'est le hêtre, qui est une espèce assez emblématique. Et vous voyez, donc ça c'est la répartition actuelle, et vous avez les probabilités de présence ici. Vous voyez qu'en 2100, le hêtre, il n'y en a plus du tout dans l'ouest, à part en Bretagne. Ici, vous voyez que les probabilités de présence, elles sont entre 30 et 60%, on chute à moins de 30%. Donc cette espèce-là, à part peut-être sur certains îlots qu'on peut la préserver en fonction des microclimats, mais elle est quasiment condamnée, vous voyez. Alors, autre élément parlant aussi, c'est la santé. Ici, c'est une représentation des grands impacts sur la santé. On a parlé des inondations. Malheureusement, quand vous avez des inondations, vous pouvez avoir des impacts physiques, des blessures, des noyades. Nous, il y a 2 ans, à côté de l'université, on a une petite rue qui est devenue un véritable torrent qui a emmené des voitures. Les voitures, elles flottent. Hein. Et malheureusement, il y a une dame qui était là dans la rue et la voiture, elle s'est retrouvée coincée sous la voiture et noyée. Des impacts psychologiques post-traumatiques. Parce que quand vous avez tout perdu, même si vous êtes encore en bonne santé, vous avez des impacts psychologiques. Et là, c'est mal pris en compte. C'est souvent pris en compte au début. Mais les personnes n'y réagissent pas de la même façon. Ça peut arriver 6 mois, 1 an après. Et là, ce n'est pas pris en compte. Voilà, donc il y a un travail à mener sur ces impacts.
Température canicule, on sait qu'on a de la surmortalité. Santé publique France, il y a des chiffres. Souvent, on prend la canicule de 2003, c'est 15 000 décès quand même en France. Les vagues de chaleur qui se sont succédées de 2014 à 2022, c'est 33 000. Et on voit sur des villes en Normandie, même à Reims, et à d'autres endroits, qu'on a de la surmortalité plus importante que la moyenne nationale lors de ces vagues de chaleur. Alors, les spécialistes de la santé vous disent que c'est lié en partie à la culture de la chaleur. Quand vous êtes à Toulouse, quand il fait très chaud, qu'est-ce que font les Toulousains? Ils ferment et ils s'abritent. Qu'est-ce qu'on fait ici ou encore plus en Normandie? Allez, on sort et on s'expose. Je caricature un peu le trait. Mais ça veut dire, pourquoi je caricature un peu? Ça veut dire que voilà, il faut travailler sur cette culture de la chaleur parce que là, on peut faire quelque chose. Alors, j'ai pas mis, comment, je ne suis pas en Normandie, mais quand je suis en Normandie, je monte les chiffres de 2003 et je monte les chiffres de 2019. Et je dis, vous voyez, il y a encore du boulot à faire parce que la surmortalité en 2019, elle est toujours aussi importante et on n'a pas évolué de ce côté-là. Et puis aussi, l'ARS vous dit que les maladies cutanées vont augmenter, maladies oculaires, les cancers cutanés chez les de plus de 65 ans devraient augmenter de l'ordre de 20% si, là encore, on ne se protège pas. Voilà. On a aussi les problèmes liés aux insectes, des insectes qui ne devraient pas être sur notre territoire. Je suppose que vous en avez des moustiques tigres. On en a en Normandie, donc vous ne devez pas être épargné. Mais là, le moustique tigre, il y a encore 20 ans, on n'en avait pas. Et nous, la Normandie, on en a depuis 2-3 ans. Voilà. Et normalement, c'était que dans le sud de la France. Et le moustique tigre, on n'a pas ça on a ça dans les dom-toms, mais on n'a pas ça sur le territoire métropolitain. Il entraîne des maladies infectieuses, dengue, chikungunya, Zika. Et je ne vous parle pas, j'aurais pu parler de la tique aussi. Voilà. Autre chose aussi, la pollution atmosphérique. Alors la pollution atmosphérique, vous allez me dire, changement climatique là-dedans, c'est nos rejets. Regardez, quand vous avez des problèmes de pollution atmosphérique, c'est toujours lors des phénomènes anticycloniques. Alors froid ou chaud, c'est-à-dire que l'air circule mal, et c'est à ce moment-là que vous avez ces problèmes-là. Et je viens de vous dire que les vagues de chaleur vont en avoir un plus. Donc ça veut dire que le changement climatique exacerbe ce problème. Et vous avez des problèmes là aussi de surmortalité, de pathologies chroniques comme les maladies respiratoires et cardiovasculaires. Et puis, les pollens. Là aussi, on a des plantes qu'on ne devrait pas avoir sur le territoire et du fait du réchauffement climatique. Elles sont là et apportent des pollens allergisants. Et puis, il y a des plantes qui multiplient les pollens. J'ai trouvé une courbe dans la région qui montre que les pollens de bouleau, il y en a de plus en plus. Voilà. Et donc, à un moment donné, ça veut dire les spécialistes de la santé qui travaillent sur ces problèmes-là, c'est que les allergies vont augmenter. Un exemple à l'échelle globale, là aussi du GIEC, sur le risque de mortalité des populations lié cette fois-ci à l'élévation de température et à l'humidité. On va aussi toujours se positionner ici sur la trajectoire sur laquelle nous sommes actuellement. Et vous voyez là encore, sur les mêmes régions tropicales, équatoriales, vous voyez du violet apparaître. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces populations seront exposées dans l'année à 200 jours par an à un risque de mortalité. Donc là aussi, ça devient invivable. Et quand ça devient invivable, il y a des migrations climatiques voilà, à prévoir. Alors, je comprends que ça peut faire peur, que ça peut être anxiogène, mais on peut encore agir. Voilà. On a peu de temps. On a peu de temps. Malheureusement, il faut être réaliste. Le 1,5 degré, j'ai un peu de mal. Il y a encore 4-5 ans, je disais oui, qu'on pourrait peut-être le tenir. Je ne vois pas comment on peut le tenir parce que regardez ce qui est écrit et que je vais vous commenter, c'est que les émissions de gaz à effet de serre, elles continuent d'augmenter. Pour tenir le 1,5 degré, il faudrait inverser la trajectoire en 2025. Donc c'est un peu mal parti. C'est-à-dire qu'en 2025, on est là et il faut faire ça. Voilà.
il faudrait réduire de moitié d'ici 2030 nos émissions et atteindre le net zéro, c'est l'engagement de l'État français, en 2050. Net zéro, attention, ça ne veut pas dire qu'on n'émet plus, c'est que tout est compensé, qu'on soit bien clair. Et là, je vous ai mis le chiffre pour 2 degrés. 2 degrés, c'est 25% en 2030 et le net zéro en 2070. Les 2 maîtres mots, c'est atténuation, adaptation, à toutes les échelles. C'est l'échelle internationale, certes, on pourra en discuter, la Chine, l'Inde, mais c'est aussi nous en tant que citoyens. On a notre part à faire. J'attire votre attention. Atténuation, adaptation, ça doit être regardé ensemble, mais vraiment ensemble. En Normandie, je travaille beaucoup avec les collectivités et je trouve, et même à l'échelle nationale, là encore, on resilote. On fait les plans d'atténuation et on fait les plans d'adaptation. Alors, on regarde un peu quand même les deux. Mais vous allez comprendre, c'est logique tout ça. On veut atténuer les effets du changement climatique. Donc pour les atténuer, il faut diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Mais pourquoi on fait ça? Pour essayer de s'adapter au mieux. Si on était sur une trajectoire à 1,5 degré, la France, l'adaptation, elle serait un peu difficile, mais on devrait y arriver. À plus de 8, ce n'est pas du tout la même chose. Donc les deux doivent être regardés de pair. Et j'insiste là-dessus parce que ce n'est pas ce qui est fait. On travaille beaucoup sur la décarbonation. C'est bien, il faut continuer, mais pas assez sur l'adaptation. Pour fixer les idées sur l'atténuation, si on veut limiter le réchauffement à 2 degrés, il faudrait que chaque être humain ait une empreinte carbone équivalent CO2 de 2 tonnes. Alors, ce chiffre va peut-être rien vous dire, mais pour vous montrer l'effort que doit faire la France, je vous ai indiqué le chiffre de 2021. La France, son empreinte carbone par habitant, c'est 8,9 tonnes. Et pour atteindre 2 tonnes, oui, il faut diviser par plus de 4. Donc vous voyez, les efforts sont importants à faire. Alors maintenant, on peut regarder en France quels sont les secteurs d'activité qui émettent le plus de gaz à effet de serre. C'est en millions de tonnes équivalent CO2. Là aussi, 2021. C'est le transport. Transport, 30%. Et vous voyez, je ne vais pas faire dans le détail, vous aurez la présentation, vous pourrez regarder tout ça dans le détail, mais vous voyez que les véhicules particuliers, sur la somme de 138, c'est 66 millions de tonnes. Voilà. Ensuite, agriculture, résidentielle, tertiaire, industrie, c'est à peu près la même chose, 19-18%. L'énergie, c'est en dessous, 10%. Déchets, 3%. Bien évidemment, chaque pays... on a les mêmes secteurs d'activité, mais ça ne va pas dans le même ordre. Si on prend à l'échelle globale, tous les pays, c'est l'énergie en premier. Pourquoi? Parce que la Chine, l'Inde, c'est l'énergie qui sort en premier. Donc ça veut dire que nous, il y a des efforts à faire sur les transports. Alors il y a une autre représentation que j'aime beaucoup, là aussi, c'est le secrétariat général de la planification écologique qui l'a réalisé parce que cette représentation vous montre déjà les efforts qu'on a faits et quels sont les efforts encore à faire. Et on va regarder ici, alors c'est petit, je vais vous dire, ici c'est 1990, 2019, 2022, 2030. Donc là, c'est sur le global. Donc vous voyez, quand on regarde 90 à 2022, on a diminué de 136 millions de tonnes. Il ne faut pas dire qu'on n'a pas fait d'efforts. On a, en 30 ans, diminué de 136 millions de tonnes nos émissions. Mais il y en a un petit problème quand même. C'est que, vous voyez, de 2022 à 2030, il faut diminuer de 139. C'est-à-dire qu'il faut diminuer la même quantité en moins de 10 ans, ce qu'on a fait en 30 ans. Ensuite, on va regarder, je ne vais pas regarder tous les secteurs, mais certains, parce qu'il y a certains qui sont intéressants, pour voir là où on a fait des efforts et là où on n'en a pas fait. Et on va retomber sur notre transport. 90-2022, ça a augmenté. Aucun effort sur les transports. Alors vous allez me dire, si, il y a des efforts d'effet, mais quand vous regardez le global, il n'y a pas d'effort sur le transport, ça a augmenté nos émissions. Donc forcément, ce secteur-là, pour la France, il va falloir travailler fortement sur les émissions sur le transport. Ici, vous avez l'agriculture. Si vous avez suivi l'actualité, même sans trop la suivre, vous avez vu qu'avec les agriculteurs, c'est un peu tendu. Je pense qu'on n'a pas fait preuve sur ces histoires-là d'assez de pédagogie. Alors, je dis ça, mais peut-être que ça n'aurait rien donné en faisant plus de pédagogie. Mais
si vous regardez tous les secteurs d'activité, effectivement, les agriculteurs doivent faire un effort, mais c'est à ceux qu'on demande de faire le moins d'efforts. Donc il faudrait leur expliquer que oui, comme tout le monde, ils doivent faire des efforts, mais on leur en demande moins qu'aux autres. Bah, bien sûr, parce qu'il y a la sécurité alimentaire derrière, et on en tient en compte dans les projections. On va regarder aussi là l'industrie. Alors si vous regardez l'industrie comme ça, les chiffres comme ça, sans réfléchir, vous allez dire, oh la vache, l'industrie, ils ont fait des efforts. Hein. Vous voyez, 143 à 80, c'est formidable. Hein. Qu'est-ce que ça cache? Vous doutez bien, si je le dis comme ça, c'est que ça cache quelque chose. Ici, c'est les émissions directes uniquement. Il n'y a pas les émissions indirectes. C'est toute la désindustrialisation. Donc, oui, il y a des efforts quand même de fait, mais pas ceux-là. Pas ceux-là. Hein. C'est parce qu'on a délocalisé nos entreprises et notre industrie. Si je vous montre l'Allemagne, c'est pas la même chose. Hein. Voilà. Et puis, dernier élément aussi intéressant, vous voyez, c'est les puits de carbone. Parce que, vous voyez, on est en négatif là, parce qu'on peut stocker du carbone. On peut stocker du carbone dans nos forêts, on peut stocker du carbone dans les zones humides. Ben là, on a un sérieux problème. On stockait 24 millions de tonnes, on en stocke plus que 13. Donc on ne stocke pas assez. Et là, on voudrait passer de 13 à 34. Et là, je ne sais pas comment on fait. Hein. Notamment avec la forêt. Parce que la forêt, ça stocke du carbone. Mais la forêt, on la prend pour faire de la construction parce que c'est intéressant. Et on prend la forêt pour se chauffer. Donc comment on trouve un équilibre entre tout ça? Donc il y a un travail qui est mené par le secrétariat général de la planification écologique pour essayer de voir comment on peut stocker davantage et comment on trouve un équilibre. Et donc vous voyez que les investissements dans les options bas carbone, l'efficacité énergétique, si on veut atteindre nos objectifs là, fixés par l'État, en 2050, il faut multiplier par 5. Vous n'êtes pas sans avoir entendu qu'on a un sérieux problème de budget. Voilà. Bon. L'énergie, il faut produire au moins entre 50 et 80, au moins 50% d'électricité en renouvelable. On n'y est pas. Hein. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi dans ce travail qui a été mené, c'est que le SGPE, Secrétariat général de la planification écologique, dit qu'on a quand même des technologies sous la main, qu'on appelle les technologies matures, pour faire une partie du chemin, et qui n'est pas négligeable. Hein. On peut faire 60% du chemin avec les technologies qu'on a sous la main. L'innovation, c'est à peu près 20%. Et vous voyez là, pour boucler, il faut la sobriété. Si on ne fait pas preuve de sobriété, on ne résout pas notre équation. Il ne faut pas penser que les technologies font tout. La sobriété, c'est 20%. Et quand on dit sobriété, là, il y a 5 ans, dans les conférences sobriété avec les élus, il ne fallait pas surtout utiliser ce mot-là. Il y a eu la crise énergétique qui est passée par là, et pourtant, ça fait longtemps qu'on en parle. Hein. Voilà. C'est pareil, les ressources en eau, on en parle maintenant. Ça fait 10 ans que les scientifiques disent qu'il va y avoir un problème sur l'eau. Mais la sobriété, c'est sur toutes les ressources. Et la sobriété, ce n'est pas forcément se serrer la ceinture, c'est regarder là où on peut faire des efforts et gagner sur nos émissions. Et ça suppose des changements de comportement. Et donc à l'université, c'est de travailler aussi avec nos collègues de SHS, sociologues, psychologues, où sont les leviers pour trouver ces changements de comportement-là. Alors ça, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que c'est un peu compliqué, mais là, vous l'aurez, vous regarderez ça à tête reposée, parce qu'il faut être à tête reposée quand même pour regarder ça. C'est que le SGPE aussi vous dit, ce qui est intéressant, c'est les couleurs restent les mêmes. C'est-à-dire dans la mobilité, si on veut réduire de ce qu'on a avancé, il faut les voitures électriques, on diminue de 11. Les reports modaux des voyageurs, on diminue de 5. Tout est chiffré, ce qu'on doit faire. Et vous avez donc 52 leviers. Si on prend, par exemple, vous voyez, les entreprises, l'industrie, si les 50 plus grands sites en France font des efforts, on fait la moitié du chemin pour l'industrie. Voilà. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que ce qui est décliné ici, ce qui est représenté ici, les leviers à l'échelle nationale, c'est décliné à l'échelle régionale. L'ancien ministère de la Transition écologique, il est venu dans chaque région. Et ce schéma-là, vous l'avez pour toutes les régions. Et pour une fois que ce n'est pas du descendant en disant qu'il faut appliquer ça, c'est intéressant parce qu'on va tenir compte des caractéristiques de la région. Alors moi, je connais mal votre région, mais il est forcément venu ici et ça a été regardé. Ma région que je connais mieux en Normandie, elle est très industrielle.
Donc, les efforts à faire, c'est sur le transport et l'industrie. Et ça, c'est décliné. Et ça, c'est vraiment intéressant. Alors, quelques exemples aussi de mesures. Hein. Il y a plein de mesures. J'en ai pris quelques. Le bâtiment, matériaux. Bien évidemment, quand on construit, il faut préserver les ressources, il faut faire davantage de recyclage. Des matériaux plus performants. Et puis des solutions très simples. Alors, je ne sais pas si à Reims c'est la même chose, mais la couleur des bâtiments à la mode, je ne sais pas chez vous si... Nous, en Normandie, c'est le taupe et le gris, hein, du foncé. Allez en Grèce, allez au sud de l'Espagne, c'est quoi la couleur? Voilà. Et ben déjà, vous voyez, vous mettez vos bâtiments en blanc, ben vous luttez en partie contre les îlots de chaleur. C'est déjà une première... Donc, ce n'est pas très compliqué à mettre en place. Les mobilités. Alors, les mobilités, on pourra revenir. Je vais tendre une perche sur les voitures électriques. Je pourrais vous dire ce que j'en pense. Comme ça, il y a une question qui sera lancée à un moment donné. Voilà. En réalité, vous voyez, il faut diversifier les énergies. Normalement, il faut alléger les voitures. Quand on met des batteries, on ne les allège pas. Hein. Il faut aussi des meilleures performances. Les équipements, ça consomme de l'énergie. Voilà. Donc, il faut regarder tout ça. Puis, bien évidemment, on parle beaucoup du report modal de la voiture sur des modes moins carbonés, transport en commun, vélo, deux roues électriques, micro-voiture, train. Mais il faut travailler sur les tarifs hein, quand même, hein, parce que moi, je trouve que les tarifs ne sont pas forcément raisonnables. Sur la métropole de Rouen, là encore, a été choisi de faire, je ne sais pas ici si c'est le cas, le samedi, c'est gratuit. Voilà, le samedi, tous les transports en commun sont gratuits. Alors, avec le maire qui est le président de la métropole, je lui ai dit, mais pourquoi tu fais que le samedi? Il m'a montré les chiffres, je lui ai dit, bon, ouais, on attendra un peu, parce que ça a un coût hein, quand même. Mais déjà, l'avoir fait le samedi, c'est intéressant. Il y a des plus petites métropoles. Rouen, la métropole, c'est 500 000 habitants. Il y a des plus petites villes qui l'ont fait gratuit tout le temps, quoi. Je prends souvent l'exemple qui peut être un peu étonnant, c'est au Texas. J'ai travaillé au Texas, mais à Austin, qui n'a rien à voir avec le reste du Texas, qui est la 4e université publique. Le transport, il est gratuit pour tous les étudiants et tous les enseignants et enseignants-chercheurs. Bah, vous y allez en bus. Hein. Moi, j'y étais quelques temps, j'y allais en bus. Voilà. Non, il faut y réfléchir. Bon, ça a un coût, hein, bien évidemment. Et puis là, je termine toujours par... ma marotte, la nature en ville. Alors on ne peut pas peut-être le faire partout, mais pourquoi je termine par ça, c'est pour vous montrer qu'une mesure, ce qui est intéressant, ça peut être à la fois de l'atténuation et de l'adaptation. Quand vous mettez de la nature en ville, vous stockez du carbone, donc vous faites de l'atténuation. La nature en ville, vous réduisez les îlots de chaleur. Vous introduisez éventuellement des îlots de fraîcheur, donc vous faites de l'adaptation. La nature en ville, on a parlé tout à l'heure de Paris-Saclay, l'université qui a inondé parce que tout est imperméabilisé. Ben, la nature en ville, vous permettez, si vous désimperméabilisez les sols, à l'eau de s'infiltrer et vous tamponnez les crues et les ruissellements. Et vous avez moins d'inondations. Donc vous voyez, c'est une mesure vraiment très intéressante parce que vous faites les deux. Pour les inondations, alors là, on est aussi sur l'adaptation. On a parlé beaucoup de risques, et notamment les risques inondations. Là, c'est plutôt l'inondation liée au débordement de cours d'eau et sur le littoral. Vous n'avez pas 30 000 solutions. Première, vous dites, allez, on laisse faire, ce sera inondé, il y aura des dégâts, malheureusement des morts, on laisse faire. Vous doutez bien qu'on ne va pas préconiser ça. Deuxième solution, allez, les digues. On surélève les digues, on redimensionne toutes les digues. Déjà, ça a un coût. Puis une digue, ça casse. Eh ben, il n'y a pas 30 000 solutions, c'est qu'il faut réfléchir sur le territoire. L'eau doit entrer quelque part. Plutôt que se laisser guider par l'eau, guidons-la. C'est-à-dire que les Pays-Bas font ça. Hein. Ils ouvrent des digues, ils laissent entrer l'eau à certains endroits pour en protéger d'autres et pour construire autrement. Hein. Il y a des villes dans le monde où on vit avec l'eau. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut mettre tout le monde autour de la table et de dire, ces endroits-là, on laisse entrer l'eau, l'eau va aller là, on protège celle-là. Mais il y a un petit souci, parce qu'il peut y avoir des habitations, il peut y avoir... Et ça ne plaît pas beaucoup aux maires, parce qu'on parle de... Alors,
Recul stratégique, ça leur va. Vous avez compris. Relocalisation, ce mot-là, ça leur va pas. C'est la même chose, hein. Mais bon, voilà. Bon. Et ça, c'est difficile, parce que quand vous travaillez avec les maires, le maire va dire « ouais, on va aller centrer l'eau sur la commune de l'autre, hein, voilà, et pas sur la mienne ». Mais sauf qu'à un moment donné, il y a les scientifiques qui doivent être là pour dire « on a modélisé les zones tampons et on l'a fait sur la Seine, nous, par exemple. Et on montre que sur certaines zones, on laisse entrer l'eau d'une certaine surface, on peut diminuer la hauteur d'eau de 30 cm. Ah, ça change tout, hein. Donc vous avez compris qu'il y a quand même des efforts à faire, hein. Communiquer, sensibiliser, ce qu'on fait là ce soir. J'espère qu'en plus, on n'est pas forcément très nombreux à le faire. Donc maintenant, c'est pas très compliqué, hein. C'est-à-dire que chacun peut le faire maintenant. J'espère que vous serez des ambassadeurs auprès de vos amis, de vos collègues, de votre famille sur ces sujets-là. Et puis, je suis prof d'université et j'attache beaucoup d'intérêt à la formation. Et formation, bien évidemment, en formation initiale, nos étudiants, mais formation de tous les personnels et puis des acteurs socio-économiques, hein, actuels, parce que quand il faut prendre des décisions, faut quand même être un peu formé sur ces sujets-là. Et là, c'est le rôle aussi de l'université de sortir de l'université, d'aller voir les acteurs socio-économiques et leur présenter tout ça. Vous avez compris aussi, c'est compliqué parce qu'il faut mettre tous les acteurs autour de la table, concertation. Il y a plein d'initiatives, hein, qui sont prises, hein, mais elles sont éparpillées. On a du mal à avoir une vue d'ensemble, puis savoir si ça a marché, pas marché. Il y a un mal un peu français qui est... il n'y a pas ça aux États-Unis ou ailleurs, c'est-à-dire que quand on a pris une initiative et qu'elle n'a pas marché, on la met un peu sous la moquette et on n'en parle pas. Mais c'est ça qui est le plus intéressant presque, c'est de comprendre pourquoi ça n'a pas marché et d'essayer de trouver des solutions. Donc ça, il faut le mettre sur la table. Et puis, vous avez compris que, notamment sur l'adaptation, ça, c'est vraiment un travail à faire à l'échelle régionale et locale. On ne s'adapte pas de la même façon au changement climatique quand on est en Méditerranée, quand on est à Reims ou quand on est à Rouen. Et en Normandie, c'est pareil, ça ne va pas être la même chose quand vous êtes sur le littoral, quand vous êtes en bord de Seine et quand vous êtes à l'intérieur des terres où vous avez des vagues de chaleur. Ça semble logique ce que je vous dis, mais encore faut-il le dire et le faire comme ça, c'est-à-dire on réfléchit en fonction de son territoire. Et puis, c'est un projet global de territoire où tout le monde doit travailler, les scientifiques ont leur part, on doit travailler avec les collectivités, c'est pour ça que les GIEC sont intéressants locaux. Et puis, il faut intégrer, vous avez compris les risques, le risque zéro, il n'existe pas. Intégrer les technologies actuelles, l'innovation, et puis j'en ai déjà parlé, la sobriété. Et puis, je prêche toujours pour ma paroisse et je sais qu'il y a des scientifiques ici, donc c'est un socle scientifique solide, hein. Si vous n'avez pas des bases scientifiques, vous ne savez pas sur quoi vous travaillez, hein. S'adapter sans avoir de base scientifique, ça ne marche pas, hein. Voilà. Et j'en ai terminé. Et je suis prêt, bien évidemment, à répondre à vos questions.